Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, votre journal en ligne, votre quotidien, le quotidien des Français à l'étranger. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui pour assister à ce webinaire sur la thématique comment candidater à ESCP Business School depuis et hors Parcoursup. On va être à peu près 1 heure ensemble avec Pauline Terrado, qui est responsable du recrutement du Bachelor in Management, le BSc à ESCP Business School. Bonjour Pauline. Bonjour Hervé. Donc, merci Pauline pour ta présence. Alors, on a la chance, les internautes, d'avoir Pauline avec nous. Donc, c'est l'occasion de poser toutes vos questions. Donc, les questions, c'est très simple, hein, c'est sur le fil de chat qui est à droite. Donc, évidemment, l'heure, elle passe vite, donc n'attendez pas, posez bien toutes vos questions qu'elles concernent la vie étudiante à l'ESCP, les matières enseignées, les débouchés et surtout le process de recrutement, les candidatures. Voilà, Pauline va répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible aussi en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout le webinaire, posez vos questions au début, mais vous pourrez le revoir voir en replay et ne pas rater la fin, ou si vous voulez le revoir, ou si vous voulez également évidemment le diffuser à certaines de vos connaissances, amis, que ce soit d'autres lycéens ou d'autres parents comme vous qui se sont connectés aujourd'hui. Pas de problème, vous pourrez le faire très facilement. Et il y aura également un article dans lepetitjournal.com avec la vidéo YouTube, donc encore plus facile à partager dans les prochains jours. Alors, les internautes, j'aime bien faire ça. Je fais souvent ça. Voilà, Alexandre nous dit bonjour. Merci, Alexandre. Dites-nous un petit peu, Clélia est là. Dites-nous, Antoine. Dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que c'est l'Asie? Est-ce que vous êtes en Asie? Est-ce que vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes aux États-Unis? Vous êtes levé très tôt? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Est-ce que moi, je suis à Nice aujourd'hui. Il fait un peu gris. C'est pas commun. Je ne sais pas, Pauline, quel temps il fait à Paris, si tu es à Paris. Il pleut. Il fait Bon, allez, faites-nous rêver un petit peu, les internautes. Dites-nous un petit peu où vous êtes, quel temps il fait chez vous. Et puis, évidemment, posez bien vos questions. On va passer aux questions très rapidement. Il n'y a pas on ne va pas dérouler de présentation, c'est vraiment le but. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous répondre au maximum. Je vais commencer par passer la parole à Pauline pour te laisser te présenter, Pauline, et puis nous présenter en quelques mots le CP Business School, même si évidemment c'est une grande école qui est très reconnue, mais je voudrais que tu nous la présentes. Bonjour, merci Hervé. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc, moi, je suis Pauline Terrado. Je travaille du coup au recrutement international pour le programme Bachelor. Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions, à pouvoir vous orienter par rapport à votre profil, quelles sont les voies d'admission également pour intégrer notre école et notre programme du Bachelor in Management. Donc, quelques petits mots par rapport à l'ESCP. Si vous ne connaissez pas forcément trop l'école, on fait partie de ce qu'on appelle donc les grandes écoles de commerce en France. On est également classé 5e école de commerce en Europe. Donc, vous allez retrouver au sein de l'école des formations qui vont aussi bien donc, du post-bac avec le programme Bachelor à nos masters, Master in Management, Master of Science sur plein de thématiques différentes. On en a 27 en totalité. Donc, un large choix en fonction de votre profil, ce que vous voudriez faire, des MBA, programmes exécutifs, autres, j'en passe. Donc, vous avez le choix en termes de formation de ce que vous allez pouvoir suivre au sein de l'école. Une de notre spécificité également, c'est qu'on est constitué du coup de plusieurs campus dans des grandes villes européennes. Donc, sur toutes les formations que vous allez pouvoir retrouver au sein de l'école, déjà la majorité vont se faire en anglais, mais également vous allez être obligé à un moment donné de bouger et de passer par nos différents campus au cours de votre scolarité. Donc, pour le programme Bachelor, par exemple, c'est un Bachelor of Science spécialisé en management. Donc, par Bachelor of Science, je veux souligner d'ailleurs qu'on va être un petit peu plus exigeant sur tout ce qui va être mathématiques liées à la finance, à la comptabilité, mathématiques appliquées, statistiques, probabilité sur le programme que sur des cursus en BBA, par exemple. Vous avez sur ce programme spécifiquement, du coup, en 3 années d'études, je rappelle parce qu'il y a plusieurs questions sur les 4 ans, vous avez du coup les cours qui vont être enseignés 100% en anglais dès la première année et c'est vous qui choisissez où est-ce que vous voulez aller, sachant que chaque année doit être effectuée dans un pays différent. Voilà. Très bien, merci Pauline. Quand tu dis un pays différent, tu peux peut-être nous rappeler quels sont les différents campus que vous avez ? Oui, bien sûr, merci. Alors, vous avez la possibilité d'intégrer du coup notre campus de Paris, notre campus de Londres, de Madrid, Turin, Berlin, pour le programme Bachelor.
Bon, ben, un joli tour d'Europe, ça fait envie. Allez, les internautes, c'est super. Vous êtes nombreux en voyage. Là, on a Hélène qui est en Australie, Monica qui est à Valencia, en Espagne. Frédéric a dit il fait moche à Rennes. Désolé, Frédéric. Antoine est à Paris. Clélia est à Paris. Diane à Aix. Émilie, c'est écrit tout petit, hein, pardon, j'ai pas les bonnes lunettes. Émilie est à New York, Alexandre à Paris. Allez, on va commencer avec les questions. Et justement, Alexandre a une première question il demande peut-on s'inscrire à l'ESCP par le biais du concours Sésame et également sur Parcoursup en parallèle? Alors, non, dans le sens où nous ne faisons pas partie du tout du concours Sésame. Donc pour pouvoir candidater et intégrer notre programme bachelor, si jamais vous faites un baccalauréat national français, je vais bien insister sur cette terminologie, vous avez deux possibilités, soit de candidater en direct via notre site internet. À ce moment-là, on va avoir quelques sessions qui nous restent. Il nous reste une session qui va être le 18 mars et une session le 20 mai. Et pour les admissions en fait, via notre site internet, ça vous donnera accès uniquement au campus de Londres, Turin et Berlin pour la première année de bachelor. Sinon, vous avez également la possibilité de candidater directement via Parcoursup, qui va vous donner accès à tous nos campus de première année. Donc Paris, Londres, Turin et Berlin directement. Sur Parcoursup, bien sûr, c'est un vœu spécifique à la plateforme. Ça dépend du calendrier de Parcoursup également. Vous avez du coup pour Parcoursup, c'est une étude de dossier. On ne fait pas partie du concours Sésame, je le répète encore une fois. Donc, c'est vraiment un vœu spécifique sur la plateforme Parcoursup. Voilà. Sachant que, bien sûr, vous ne pouvez pas faire les deux. Il faut choisir soit une admission via le site internet, soit une admission via Parcoursup directement. Et il n'est pas trop tard, du coup, pour formaliser son vœu sur Parcoursup. Hein. C'est bien ça, Pauline. Exactement. Les étudiants ont jusqu'à début mi-mars pour pouvoir faire leur vœu sur la plateforme Parcoursup. Très bien. Allez, une question de Monica qui dit vous proposez un Global BBA en 4 ans, il me semble. Alors, du coup, tu vas pouvoir bien nous préciser ce qu'il en est. Alors, je vais repréciser, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'introduction. Non, nous ne proposons pas du tout de Global BBA en 4 ans. Le programme que l'on propose au sein de l'école, du coup, c'est un Bachelor of Science qui est plutôt axé sur le système anglo-saxon. Donc, on est sur le système de la Convention de Bologne, licence, master, doctorat. C'est pour ça que le programme que nous proposons est en 3 années d'études. C'est une licence. Et par Global BBA, généralement, donc vous avez effectivement ces échanges qui sont proposés sur ces programmes-là de BBA. Nous, chez nous, l'international, en fait, est directement appliqué sur les différents cursus, sur le programme, dans le sens où chaque année, vous êtes obligé de changer de pays. Vous ne pouvez pas rester au même endroit, tout comme si vous ne voulez pas du tout étudier en France, c'est tout à fait possible également. Vous pouvez faire du 100% international aussi. C'est vous qui choisissez le parcours que vous voulez avoir. Après, il y a certaines conditions en 2e ou en 3e année de bachelor, mais voilà, le rythme est que chaque année doit être faite dans un pays différent. Allez, on va prendre une question il y a 2 questions, Joachim et Eva, mais c'est quasiment la même question, c'est par rapport au TOEFL. Donc, les 2 demandent s'il faut, au moment de l'inscription pour la première année du bachelor, est-ce qu'il faut avoir le TOEFL? Et Joachim, il doit déjà l'avoir parce qu'il demande, est-ce qu'il doit nécessairement dater d'il y a moins de 2 ans? Il a peut-être passé il y a plus longtemps. Alors, oui, il y a besoin d'un test d'anglais. Si jamais vous faites un baccalauréat national français, il y a besoin d'un test d'anglais pour pouvoir intégrer la formation. Vous pouvez donner ce test, pas nécessairement au moment du dossier de candidature, mais ça sera obligatoire pour pouvoir débuter la formation. Donc, vous aurez jusqu'à fin août, pour nous donner vos résultats. Pour les tests d'anglais qu'on va accepter, on va accepter effectivement le TOEFL avec un score minimum de 90. On va accepter également le IELTS avec un score minimum de 6,5 ou alors le Cambridge Advance, le CAE, donc avec un minimum de 180 points sur 210 pour pouvoir intégrer le programme. Sachant que comme le cursus se fait 100% en anglais dès la première année, même à Paris, le test d'anglais est obligatoire pour pouvoir débuter la première année de bachelor, effectivement. Voilà. Et par rapport à la validité, oui, malheureusement pour le TOEFL ou pour l'IELTS, vous avez une validité de 2 ans. Donc, si votre test n'est plus valide, on vous demandera de repasser un test.
Très bien, merci Pauline. Oui, vas-y, tu veux Je préciser voulais quelque juste chose? rajouter du coup un petit point. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans les exceptions, parce que j'ai vu que quelqu'un parlait de l'IB. Donc baccalauréat international, pas le baccalauréat national français. Si vous avez fait en fait des études depuis un minimum de 2 ans, 100% en anglais, vous êtes exempté du test d'anglais. Donc pour l'IB anglophone, s'il est full anglais, dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de nous donner un test comme le TOEFL, l'IELTS ou le Cambridge. Dans le cas du BFI, baccalauréat français international, si vous faites un BFI anglo-saxon ou américain, vous êtes exempté également du test d'anglais. Pour tout ce qui est j'anticipe un peu les questions que je vois apparaître au fur et à mesure. Pour tout ce qui est justement du GCSE, GCSE, si vous faites également le dual diplôme avec Academica par exemple, là on va rentrer dans du vraiment spécifique. Je vous inviterai plutôt à nous contacter directement via notre adresse, donc bachelorparis@escp.eu, pour savoir si le parcours que vous avez fait peut vous permettre d'être exempté du test d'anglais. Mais pour tout ce qui est des baccalauréats nationaux français, classiques, ou même baccalauréat européen, vous êtes obligé de donner un test d'anglais. Voilà. Eh bien, c'est très clair. Parfait. Allez, on va poursuivre avec les questions. Hélène demande comment candidater quand on a un IB hors Europe. Ça ne change peut-être pas d'ailleurs d'être en Europe, mais enfin, en tous les cas, vas-y, Pauline. Alors effectivement, si vous avez un IB, à ce moment-là, ça sera des admissions directement via notre site internet. Vous n'avez pas à vous préoccuper de Parcoursup, vous n'avez pas à vous préoccuper de UCAS ou de Common App. Les admissions vont se faire directement via notre site internet. Après, en fonction de là où vous habitez, là où vous étudiez actuellement, votre dossier va peut-être être géré par notre campus de Paris, notre campus de Londres, Madrid, Turin ou Berlin. Donc, en fonction de là où vous habitez, vous n'aurez pas forcément les mêmes deadlines en termes de candidature, de dépôt de dossier de candidature. Voilà. Donc là, ce que je vous recommande, c'est contactez-nous, envoyez-nous un email pour savoir de quel campus vous dépendez pour la candidature. Et comme ça, on pourra vous donner du coup quelles sont les dates à devoir respecter pour déposer votre dossier. Voilà. Alors, je sais que tu as déjà bien abordé ce point, mais je vois qu'Antoine demande comment se décider entre Parcoursup ou non. Et il me semble qu'Antoine, il est en France, si mes souvenirs sont bons. Donc, en tous les cas, quand on est dans une scolarité française, c'est Parcoursup de toute façon. Pas nécessairement. Alors, vas-y. Quand un étudiant fait une scolarité du coup française, donc un baccalauréat national français, vous avez ces 2 possibilités, soit de candidater via notre site, soit de candidater via Parcoursup. Oui, Mais il faut bien sûr. choisir. Vous ne pouvez pas faire les 2 à la Les 2, fois. bien C'est sûr. vraiment une voie d'admission possible par année académique et par étudiant. Vous avez la différence que vous allez avoir, en fait, encore une fois, entre Parcoursup ou le site internet, c'est que Parcoursup vous donnera accès à tous les campus de première année. Londres, Paris, Turin ou Berlin. Voilà. Si jamais vous décidez de candidater hors Parcoursup, donc directement via notre site internet pour les baccalauréats nationaux français, ça vous donnera accès uniquement au campus de Londres, Turin et Berlin. Paris ne sera pas accessible pour les admissions directement via notre site. Voilà, c'est vraiment les 2 grandes différences. Après, Parcoursup, c'est très bonne plateforme. Nous, au niveau de l'admission, donc de l'évaluation, on va dire, des dossiers de candidature, on va les évaluer de la même manière, que ça soit des admissions via le site internet ou que ça soit des admissions via Parcoursup. On va évaluer votre dossier d'un point de vue académique et également d'un point de vue non académique, dans tout ce que vous faites en dehors des cours. Donc sur Parcoursup, par exemple, c'est très important de bien renseigner et de bien indiquer du coup la catégorie activité extrascolaire et la lettre de motivation. D'ailleurs, un conseil pour Parcoursup, la lettre de motivation, faites-la en anglais si vous pouvez, c'est toujours un plus. Voilà, petit conseil. Parfait. Allez, on continue, on continue. Merci pour les conseils. On continue avec les questions des internautes et notamment les critères d'admission. Eva demande
elle fait le baccalauréat français apparemment, ou peut-être qu'elle l'a déjà. Quels sont en moyenne les critères, justement, quels sont les critères sur les moyennes des notes? Et on a Xavier qui demande quels sont les critères minimum d'admission pour l'IB. Est-ce qu'il faut une note minimum, des notes minimum selon certaines matières? Alors, on ne va pas avoir de notes minimum en fonction de certaines matières. Pareillement, l'admission ne va pas être conditionnée à une note spécifique au baccalauréat ou à l'IB. Par contre, effectivement, hein, il y a des critères académiques à respecter pour pouvoir intégrer la formation. C'est important d'avoir des mathématiques, d'avoir gardé des mathématiques, au moins en complémentaire, hein, pour les baccalauréats nationaux français, au moins en complémentaire sur l'année de terminale. Après, en termes de notes, moi, je conseille toujours les étudiants d'essayer d'atteindre au moins 14 de moyenne au baccalauréat français pour pouvoir avoir une chance, hein, de pouvoir décrocher l'interview pour intégrer la formation. Donc on recommande d'avoir au moins une mention, viser une mention bien. Vous avez pour le système donc, de l'IB, je vais plutôt recommander d'essayer d'atteindre en prédictive, sur les notes prédictives et sans compter le TOC ou le Extended Essay, la note de 34 minimum. Très bien. Et ça, c'est encore une fois, ça pourra permettre donc de pouvoir avoir accès à l'interview qui est la deuxième étape. Et encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de l'admission de comment on évaluait les dossiers. Vos dossiers sont à être évalués du coup d'un point de vue académique et d'un point de vue non académique. Et là, je vais insister sur le non académique parce que ça a vraiment une importance d'un dossier à un autre. Donc, en termes de notes, on ne peut pas forcément vous dire c'est 7 notes et si vous avez en dessous, ça ne sera pas pris en considération parce que justement, le côté non académique peut vraiment contrebalancer un dossier. Donc, encore une fois, travaillez bien cette catégorie, travaillez bien ce dossier-là également si vous pensez avoir peut-être être un petit peu juste ou même si vous êtes au-dessus, hein, bien sûr. On veut savoir qui vous êtes, ce que vous faites en dehors des cours, quels sont vos centres d'intérêt, est-ce que vous êtes quelqu'un de curieux, est-ce que vous êtes actif dans la vie. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont être très importants sur la candidature. Donc, tu parlais en fait de la lettre de motivation ou personal statement. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose qu'une lettre de motivation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement oui, ce que vous attendez donc, j'ai compris qu'il fallait la rédiger en anglais, mais qu'est-ce que vous attendez en fait de ce personal statement? Alors, l'exercice va être un petit peu différent effectivement sur Parcoursup ou des admissions via notre site internet. Pour les admissions via notre site internet, donc il faut plus le voir, pas comme une lettre de motivation, qui finalement, la lettre de motivation, ça reste un peu en surface. Là, il faut plus le voir en fait comme un essai d'environ 1000 mots à peu près, à faire en anglais, bien sûr, pour du coup nous faire part de vos motivations concrètement. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce programme, dans ce cursus, que ce soit par rapport à vos projets, que ce soit par rapport à vos activités passées également. Donc, il n'y a pas forcément de format spécifique sur comment vous devez l'écrire, mais c'est vraiment important de mettre en avant les critères et les caractères du programme qui vous motive et qui vous intéresse et pour lesquels vous pensez que ce programme est fait pour vous. Donc là, si j'ai un conseil, par exemple, par rapport au personal statement, ça va être de vous mettez-vous en tête que les personnes qui vont lire, par exemple, votre personal statement ne connaissent pas forcément l'école ou ne connaissent pas forcément le programme. Donc comme ça, vous répétez, n'hésitez pas à répéter du coup les différents éléments qui vraiment vous motivent. Ne partez pas du principe que tout est connu et que du coup, vous faites que vous présenter. Le but n'est pas que de vous présenter, parce que pour ça, on a accès à votre CV. Mais c'est vraiment plus de rentrer en détail dans les motivations, sur les points qui vraiment vous motivent sur le programme. Au niveau donc ça, c'est le personal statement pour les admissions directement via notre site internet. Au niveau de Parcoursup, c'est un exercice un petit peu différent parce que vous êtes très limité en termes de mots, en termes de ce que vous pouvez dire du coup sur la plateforme par rapport à vous. Là, sur Parcoursup, vous êtes limité à 200 mots, donc c'est très rapide par rapport à l'exercice du personal statement. Et moi, ce que je vous recommande, donc déjà, c'est de le faire en anglais sur Parcoursup. Ce n'est pas imposé, mais c'est fortement recommandé parce que ça vous permet de montrer une motivation, en fait, que vous êtes renseigné par rapport à la formation, que vous savez qu'elle se fait 100% en anglais et que vous mettez déjà dans la tête comme si vous y étiez, en fait. Donc, c'est vraiment une motivation sans avoir à rajouter de mots supplémentaires sur la plateforme. Et du coup, sur Parcoursup, allez droit au but.
Évitez les grandes formules de politesse, les veuillez agréer, monsieur, madame. Oubliez tout ça et plutôt rentrez droit au but sur les points qui vous intéressent par rapport à vos activités ou vos centres d'intérêt ou votre projet, pardon. Ouais. C'est très clair. Mais ça veut dire, par exemple, que si on fait, je sais pas, de la musique, du sport, des activités humanitaires, qu'on s'occupe d'autres, ça, c'est des points qui sont importants à mettre en avant. Exactement, c'est des points qui sont très importants à mettre en avant, mais plutôt sur le CV ou la catégorie centre d'intérêt dans Parcoursup. Le personal statement, ou alors la lettre de motivation sur Parcoursup, il faut vraiment plus le lier par rapport au programme et à l'école, les points qui vraiment vous intéressent par rapport à ce cursus. C'est très clair. Allez, Alexandra demande, elle fait actuellement un baccalauréat français, elle se demande si elle pourrait être admissible, alors que ses notes dans sa spécialité qu'elle a arrêtée en fin de première n'étaient pas très bonnes. Elle a eu 10,2 sur 20 en spé physique-chimie. Est-ce que c'est pas forcément rédhibitoire? Alors non, c'est pas forcément rédhibitoire. Nous, on va regarder vos notes de manière globale. C'est pour ça que c'est compliqué en fait de vous dire qu'il faut avoir telle note dans telle matière, il faut avoir telle note dans telle matière, parce que c'est vraiment dans la globalité qu'on regarde. Évidemment, l'année de terminale va avoir le plus d'importance, mais l'année de première également a beaucoup d'importance et d'impact sur le dossier de candidature. Si vous candidatez via le site internet, on demande également vos notes de seconde. Donc voilà, c'est regarder vraiment de manière globale. On ne s'arrête pas à une matière spécifique. On regarde dans toutes les matières. On prête attention aux commentaires des professeurs également. Le fait que vous ayez arrêté du coup l'aspect physique-chimie, ce n'est pas un souci dans le sens où ce n'est pas forcément non plus trop en lien avec la formation, mais ce n'est pas un souci à ce niveau-là, vous inquiétez pas. Après, Très bien, allez, dépendamment des notes que vous avez également dans les autres matières et au global. bien sûr. Simon demande, peut-on postuler avec un baccalauréat national d'un autre pays européen, que la France donc, mais qui soit autre que le IB ou le bac français? Bon, je sais pas, j'imagine, admettons qu'il passe le bac en Allemagne ou le bac en Espagne. Est-ce que c'est possible de postuler? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. On n'accepte pas que de l'IB ou du baccalauréat national français. C'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que c'est souvent les 2 programmes, on va dire, qui sont, dont on a des questions, pour lesquelles on a des questions généralement. Mais non, on accepte tout type de baccalauréats nationaux. Si jamais vous avez un doute par rapport à votre diplôme, n'hésitez pas, encore une fois, à nous envoyer un message. On est vraiment très, très disponible, donc faut pas hésiter à ce niveau-là. Et puis, on pourra vous dire si, oui ou non, ce diplôme est accepté. Mais généralement, oui, les baccalauréats nationaux d'autres pays, que ce soit des pays européens ou même ivoiriens, thaïlandais ou autres, sont acceptés également pour intégrer la formation. On s'adapte au système éducatif des pays. C'est pour ça aussi qu'on a une telle représentation en fait d'étudiants sur notre programme bachelor, avec des étudiants qui viennent de vraiment partout dans le monde. Je vais te demander de travailler un tout petit peu, Pauline, un peu plus. Est-ce que tu peux mettre dans le chat le mail, s'il te plaît? Bien Parce sûr. que Émilie et je ne sais plus, quelqu'un d'autre a demandé. Je pense que c'est vrai que ça serait utile. Continuez à poser vos questions, les internautes, hein. On n'est pas encore à la moitié, mais presque à la moitié du webinar. Et je vous rappelle évidemment que le webinar sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Vous allez recevoir le lien sur l'adresse à laquelle vous êtes inscrit. Allez, on va continuer avec les différentes questions. J'ai une question de Jérôme qui demande doit-on choisir entre UCAS, donc au Royaume-Uni, je pense, et votre site pour les admissions? Et il demande y a-t-il un campus à Madrid? Alors oui, on a un campus à Madrid, déjà pour commencer. Le campus de Madrid sera accessible uniquement en 2e année ou en 3e année de bachelor. Il ne sera pas accessible sur la première année de bachelor. Concernant UCAS ou le site, oui, effectivement, vous êtes obligé de choisir. Vous devez choisir une plateforme pour pouvoir candidater. Donc là, à vous de voir si vous voulez passer par UCAS ou si vous voulez passer par des admissions directement via notre site internet. Les deux sont très bien. Hein. Ça dépend. Ça ne va pas forcément être les mêmes calendriers. Hein. Sur UCAS, vous avez des résultats qui sont finalisés quand même assez tardivement. Généralement,
par expérience, les étudiants qui choisissent de candidater via UCAS aussi, c'est aussi pour pouvoir avoir accès à notre campus de Londres en première année de bachelor. Sachez que justement, dû à ces délais, nous, on ne peut pas assurer à 100% que vous aurez le campus de Londres pour pouvoir, si vous passez via UCAS. Par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Des admissions via UCAS, via le site, c'est très similaire les deux, donc il n'y a pas de souci à vous faire. La seule différence que vous allez avoir, voilà, ça va être le personal statement qui est un petit peu différent sur UCAS, dans le sens où vous vous concentrez plutôt sur une matière et vous présentez 5 écoles du coup en même temps. Donc voilà, c'est un peu la différence que vous allez avoir. Mais les deux sont très bien. Par contre, il faut choisir l'un ou l'autre. Bien noté. Simon demande, n'y a-t-il pas récemment un campus à Varsovie en Pologne? Alors, on a un campus à Varsovie en Pologne, effectivement. Par contre, ce campus-là, n'est pas encore accessible pour le programme bachelor directement. Il va être accessible uniquement pour certaines spécialisations de master. Très bien. C'est un tout petit campus. Bon. Antoine demande, combien il y a d'étudiants par promo et par campus? Alors, par campus, ça va être compliqué à vous dire, dans le sens où je peux vous donner des chiffres, mais ça sera vraiment très, très approximatif. Pour les admissions, la cohorte que vous allez retrouver donc chaque année, vous êtes à peu près aux alentours de 950 000 étudiants sur le programme bachelor qui sont répartis sur nos différents campus. Voilà. Donc, pour vous donner un peu en termes d'exemple sur la première année de bachelor, là où vous allez avoir la plus grande promotion d'étudiants, ça va être plutôt sur le campus de Paris. Après, je dirais que le campus de Londres et Turin sont assez équivalents en termes de capacité d'accueil d'étudiants pour la première année de bachelor. Et le campus de Berlin, pour le coup, va être une plus petite promotion pour la première année. Voilà. Mais une chose que je souhaite quand même préciser, par rapport au choix de campus, le choix de campus ne remet pas en considération votre admission sur le programme. Dans le sens où, quand vous candidatez, que ce soit via Parcoursup, via UCAS, via le site internet, vous candidatez en premier lieu pour le programme bachelor de l'ESCP. L'attribution des choix de campus, des campus, vient en second temps. En fait. Donc, quand vous recevez du coup votre offre d'admission, bien sûr, vous allez savoir dans quel site vous allez aller sur la première et la deuxième année de bachelor. Mais sachez que si jamais vous voulez par exemple intégrer, je sais pas, le campus, disons, de Londres en première année et qu'il ne reste plus de place sur le campus de Londres, ça ne va pas remettre en considération votre admission sur le programme. C'est juste que nous, de notre côté, on vous proposera un autre site à la place. Voilà, s'il n'y a plus de place. Voilà. Juste comme précision. Parfait, merci pour la précision. Emma demande, est-ce un désavantage d'avoir suivi des cours de mathématiques en remédiation dans le cadre d'une candidature? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre le terme en remédiation. Est-ce que ça veut dire que vous le faites en dehors, en cours particulier, par exemple? Ouais, Emma, si vous pouvez nous apporter une petite précision sur le chat, comme ça je pourrais reformuler la question à Pauline. Sinon, ce que je peux vous dire par rapport aux mathématiques, parce que c'est une question assez, je pense, assez classique, donc je pense quand même comprendre un peu le sens. Alors, si vous avez arrêté, par exemple, les mathématiques en terminale, sachez que ce n'est pas un souci, juste vraiment posez-vous la question de pourquoi vous avez arrêté les mathématiques. Est-ce que c'était parce que vous n'aimiez pas ça du tout? Dans ces cas-là, le programme bachelor, et dans lequel vous aviez des difficultés, parce que dans ces cas-là, le programme bachelor, ce n'est pas forcément un programme que je vous recommanderais parce qu'il y en a beaucoup sur le cursus, même si ce n'est pas que ça. Après, si jamais vous avez arrêté parce que vous vouliez vous vouliez vous concentrer sur d'autres matières, par exemple, mais vous n'avez pas forcément trop de difficultés dans la matière, que vous reprenez par exemple des cours particuliers à côté, ce n'est pas un souci. Sachez juste que si vous êtes admise dans ces cas-là, notre service à admission vous obligera donc à suivre un cours de remise à niveau qui aura lieu pendant l'été, et qui se fait en ligne. Bien sûr, on ne vous demandera pas forcément de venir sur site pour ce cours de remise à niveau. Avec notre professeur, c'est des vidéos asynchrones en fait, à regarder que notre professeur de mathématiques a mis en place. Et vous aurez également un rendez-vous de suivi avec notre professeur au cours de l'été. Voilà.
Alors Emma, en fait, elle fait des maths à l'université cette année-ci. Elle nous précise et elle voudrait se réorienter vers une école de management. Donc, j'imagine que, sauf si elle supporte plus les maths, c'est plutôt un bon profil. Ça devrait très bien se passer alors pour vous, il n'y a pas de souci. Allez, Eva demande, elle revient sur la lettre de motivation, elle dit sur Parcoursup, faut-il parler de nos projets ou d'un projet déjà mis en place, par exemple, admettons, je sais pas, qu'Eva, je sais pas ce qu'elle a fait, mais bon, elle a mené un projet à bien et elle aimerait le mettre en avant, c'est un point positif. Oui, bien sûr, vous pouvez très bien le mettre en avant sur, alors la question est spécifique par rapport à la lettre de motivation Parcoursup ou au personal statement via Elle le met site? sur Parcoursup, mais Sur je pense Parcoursup? que tu peux le Alors, dire pour les deux. sur Parcoursup, oui, bien sûr, vous pouvez en parler. Alors moi, je vous recommande d'en parler déjà dans la catégorie centre d'intérêt. Mettez-le vraiment en avant dans cette catégorie-là. Après, dans la lettre de motivation spécifiquement, comme vous êtes très limité en termes de mots, bien sûr, vous pouvez en parler, mais faites le lien avec l'école et le programme, par Ouais, contre. bien sûr. Le lien avec votre projet, pardon, et ce que vous attendez également en termes d'enseignement sur la formation par rapport à votre projet. Mais oui, bien sûr, ça peut être effectivement une très bonne orientation du personal statement ou de la lettre de motivation. Allez, on continue les internautes, posez bien vos questions. Pauline, une question de Julie qui dit, j'ai vu que le campus de Madrid délivre une partie des cours en espagnol. Est-ce possible d'intégrer si on n'a pas LV2 espagnol? Alors, oui, mais il faut valider un niveau B1 en espagnol pour pouvoir intégrer le campus de Madrid. Effectivement. En fait, la première année de bachelor, quels que soient les sites, va être 100% en anglais. La deuxième année de bachelor sur le campus de Madrid et sur le campus de Paris, vous avez un cours de droit au deuxième semestre, en fait, qui est enseigné en espagnol à Madrid et puis en français, du coup, à Paris. Donc, si vous avez jamais fait d'espagnol au collège, lycée, mais que vous parlez déjà espagnol, il faudra juste, en fait, nous certifier votre niveau en mettant bien dans votre candidature, dans votre dossier de candidature, pardon, l'examen du délai ou du CIELE pour valider un niveau B1 en espagnol minimum. Et ça, c'est vraiment au moment du dossier de candidature, en fait, qu'il faut le donner parce que l'attribution des campus se fait à ce moment-là. Si jamais vous avez vraiment jamais fait d'espagnol, malheureusement, ça ne sera pas possible de pouvoir intégrer le campus de Madrid en deuxième année, pour le coup. Alors, pour un nouveau point sur les langues, et après on va passer à des questions posées par d'autres internautes, qui sont des questions plus pratiques. Alexandre dit, il est bilingue français-italien, sa seconde langue en terminale est l'espagnol. Puis-je indiquer LV1 anglais, LV2 italien à l'inscription sur Parcoursup, vu qu'il est, alors il fait de l'espagnol en LV2, mais il est bilingue italien. Alors, normalement sur Parcoursup, on aura accès à votre bulletin, donc on verra que la deuxième langue que vous faites est espagnol et pas italien. Après, par contre, ce que je vous encourage à faire, c'est de bien l'indiquer dans la catégorie centre d'intérêt. Vous avez une partie justement expérience internationale sur Parcoursup. L'expérience internationale part aussi du fait de parler plusieurs langues couramment. Donc, n'hésitez pas à le mettre en avant par exemple, si vous avez des doubles nationalités ou autres, n'hésitez pas à les mettre en avant sur cette partie-là, bien sûr. Je ne sais pas si ça répond plutôt correctement. Oui, ça répond parfaitement, effectivement. Baptiste demande, y a-t-il des quotas pour les candidats Parcoursup? Alors, on a un nombre de places limité sur Parcoursup. Vous aurez peut-être compris, je ne sais pas, mais Parcoursup n'est pas du tout notre plateforme d'admission principale. Ouais. Notre plateforme d'admission principale va être directement via notre site internet. Sur Parcoursup, on a un nombre de places qui était l'équivalent de 200 places, en fait, qui est limité du coup sur la plateforme. Donc oui, on ne dépassera jamais les 200 places du coup d'admis via Parcoursup. Très bien. Ça répond clairement à la question. Allez, Jérôme pose une question. Donc, je parlais de questions pratiques. On en a toute une petite série de plusieurs internautes. La première de Jérôme, c'est une demande, quels sont les frais de scolarité? Alors, la formation, donc ça va dépendre également si vous avez une nationalité européenne ou non. Si vous avez une nationalité européenne, la formation est aux alentours de 19 000 € l'année. Si vous n'avez pas de nationalité européenne, la formation est aux alentours de 25 000 € l'année, directement.
Voilà. Après, je crois que cette question était couplée avec des explications sur les frais de vie, également sur chaque site. Ouais. Donc, vous l'aurez bien compris, bien sûr, ça peut rentrer en termes de choix de campus. C'est des questions qu'il faut vous poser aussi, parce que vous n'aurez pas forcément les mêmes frais de vie que vous fassiez, par exemple, votre première année à Turin ou que vous la fassiez à Londres. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra considérer. Sachant que dans l'école, quand on va parler de campus, on parle donc du site de l'école avec tous les services que vous allez retrouver disponibles dans l'école. On ne va pas parler de tout ce qui est de logement directement. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en considération dans vos choix à ce niveau-là, au niveau des différents sites. Par contre, ce que vous allez pouvoir retrouver, c'est que vous avez différents services, comme je vous expliquais, qui sont accessibles pour tous les étudiants, et ça sur tous nos campus. Vous avez donc ce département qui est le département des Student Affairs, qu'on appelle le département des Student Affairs, qui va être là pour vous accompagner sur tout ce qui est, d'un point de vue, on va dire, administratif. Donc, si vous avez des questions de visa à prendre en considération, si vous avez des logements, effectivement, à rechercher, la CAF, par exemple, si vous venez étudier en France, tout ça, ce service-là est vraiment spécifique pour vous accompagner dans toutes ces démarches-là. On va organiser également différentes sessions d'information, différents webinaires pour tous nos étudiants admis qui sont centrés sur tout ce qui va être à caractère du visa, tout ce qui va être à caractère également du logement spécifiquement, pour vous aider et vous accompagner dans toutes ces démarches de recherche. Mais voilà, sachez que c'est également quand même quelque chose à prendre en considération quand vous choisissez vos campus aussi. D'accord. Parce qu'en fait, dans toutes les villes, vous avez plutôt des campus de centre-ville, c'est ça en fait? Et donc Exactement. sans résidence, mais avec l'avantage d'être en centre-ville. Exactement, c'est un peu compliqué de pouvoir accueillir du coup les étudiants en termes de logement, on va dire, sur nos sites. On n'a pas les facilités pour, enfin les infrastructures pour pouvoir du coup accueillir du coup nos étudiants. Allez, on continue avec les questions des internautes. Merci beaucoup, Pauline. Merci les internautes. Continuez à bien poser toutes vos questions. On en a encore plusieurs auxquelles on n'a pas répondu. Antoine demande, il s'intéresse en fait à un petit peu le contenu. Alors, tu vas nous parler qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on étudie à l'ESCP, mais il demande également comment est organisé, combien il y a d'heures de cours, quels sont les formats de cours. Est-ce que c'est beaucoup, j'imagine, est-ce que c'est beaucoup des cours en amphi? Est-ce que c'est plutôt des cours, des travaux en groupe? Comment ça s'organise un petit peu une semaine type à l'ESCP? Super, merci pour cette question bien complète, effectivement. Alors, au niveau de la formation, du format du coup des cours que vous allez avoir, vous êtes sur un système donc, où vous allez commencer les cours, je vais commencer comme ça. Vous allez commencer les cours tout début septembre et vous avez vos derniers examens qui vont avoir lieu fin avril. Donc sur toute cette période académique, vous êtes en cours, bien sûr, vous allez avoir un contrôle continu, vous allez avoir également des examens de mi-semestre, des examens de fin de semestre qui vont clôturer du coup les différents modules de cours que vous allez avoir. Et chaque année, vous allez valider du coup 60 crédits ECTS qui vont vous permettre de passer d'une année à une autre. Donc ça, c'est sur le format classique. Sachant que vous devez valider également minimum 20 semaines de stage en entreprise pour pouvoir du coup valider votre diplôme. Et ces semaines de stage vont être obligatoires en deuxième et en troisième année. Sachant que vous pouvez quand même en faire également en première année de bachelor et étendre également votre stage sur la troisième année directement. Ce qui peut vous permettre, par exemple, de valider un petit peu plus d'un an de stage en entreprise également au cours des 3 années d'études. Au niveau du type d'enseignement, les cours, les heures de cours. Alors, c'est très différent du système du lycée, de ce que vous pouvez avoir. Vous avez effectivement tout cet aspect théorie, vous avez beaucoup de mises en pratique également qui vont être à effectuer dans chaque classe. Vous êtes aux alentours de 18 heures, 20 heures de cours par semaine. Une chose qui... Alors, au niveau de l'emploi du temps, ce n'est pas forcément toujours la même chose. Vous pouvez très bien avoir des cours qui vont commencer à 8 heures du matin, comme des cours qui vont se terminer à 20 heures, avec des trous dans la journée, ou avoir cours que le matin, ou cours que l'après-midi. Voilà, ça bouge beaucoup à ce niveau-là. Vous avez une chose qui est sûre, c'est que vous aurez automatiquement vos jeudis après-midi de libre, parce qu'on vous encourage à faire du coup une activité sportive ou associative également. Voilà. Et ça, ces offres, vous allez les retrouver bien sûr sur chacun de nos sites, et c'est très similaire du coup d'un campus à un autre sur cette structure. Au niveau
Au niveau de l'enseignement, donc vous avez des cours que vous allez avoir. Vous avez donc les modules très généralistes qui sont reliés du coup au management, à la gestion d'entreprise, ou avec ce focus important sur les mathématiques, je répète un petit peu là-dessus, où vous allez avoir donc le classique de la finance, de la comptabilité, du marketing, du droit, de la stratégie, de la microéconomie, macroéconomie, donc des formats assez classiques, avec en plus du coup des cours de mathématiques appliquées chaque année, des cours de statistiques et de probabilité également spécifiques à chaque année. Ça, c'est sur les modules reliés au management. Donc, ils vont vous permettre, en fait, d'avoir une compréhension du monde de l'entreprise, comment fonctionnent également les différentes structures d'une entreprise. Vous allez pouvoir découvrir le coding, par exemple, qui est un cours qui est proposé, si je ne me trompe pas, je crois, en 2e année de bachelor. Vous avez également donc, les cours de Humanities qui vont plutôt vous permettre, eux, de comprendre le type d'environnement dans lesquels les entreprises peuvent évoluer. Donc là, vous allez avoir des cours d'histoire, des cours de géopolitique, des cours de psychologie, des cours de consumer behavior, par exemple, qui vont vraiment vous permettre d'avoir cet enseignement global, en fait, en termes de management, gestion d'entreprise. Au niveau de l'international, qui, certes, au-delà du cursus où vous faites une année, un pays différent, c'est également très implémenté en fait dans le programme académique. Donc là, dans tous les cours que vous allez avoir beaucoup de projets de groupe à devoir effectuer. Généralement, ce qui se passe au niveau des projets de groupe, c'est que les professeurs vous imposent de travailler avec des étudiants de nationalités différentes. Pour ne pas vous retrouver avec des étudiants de groupes de la même nationalité directement. Donc, ça va vous permettre de travailler, au-delà de l'enseignement du cours, de travailler également tout ce qui va être lié au management interculturel. Vous ne travaillez pas forcément de la même manière avec quelqu'un qui est français, de quelqu'un qui est, je ne sais pas, sénégalais, de quelqu'un qui va être américain, des USA. Voilà. Donc, ça vous permet de pouvoir vous adapter également au sein du cursus de cette manière. Donc, vous avez, encore une fois, beaucoup de projets à devoir mener dans chaque classe, des projets de groupe, beaucoup de mise en pratique, du coup, de cet aspect théorie. La partie en classe, en fait, avec les professeurs, vous avez, donc, bien sûr, tout cet aspect théorique qui va être important, mais vous avez beaucoup d'échanges directement qui va se faire et de proximité, en fait, qui vont se faire avec les professeurs. On est plus sur un système qui va être à l'anglo-saxonne, on va dire, qu'un système à la française, où c'est vraiment de l'aspect théorique. Là, c'est vraiment la structure que vous allez pouvoir retrouver au niveau des cours. Les salles de classe, pour répondre à votre question, vous avez des petits amphis, vous avez des amphis, je pense, au maximum, sur lesquels vous pouvez retrouver, ce sera peut-être un amphi de 100 étudiants à peu près. Ça va être spécifique pour le campus de Paris, pour le coup, pas forcément sur les autres. Et encore une fois, ce n'est pas la majorité du tout des cours. Généralement, vous êtes plus dans des classes d'une trentaine, 40 étudiants à peu près. Donc, des plus petites structures. Vous avez du coup ces amphis, vous avez des classes assez classiques également, comme ce que vous pouvez avoir actuellement au lycée, ou des petits amphis, des petites classes, on va dire, qui vont être un peu sous un format d'amphi également. Et ça, encore une fois, c'est spécifique pour le campus de Paris. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre exactement également sur les langues, merci. Merci. Oui, les langues. Généralement, les étudiants font les langues des campus dans lesquels ils vont aller chaque année. Donc là, par exemple, si vous faites votre 2e année à Turin, vous allez pouvoir commencer ou alors continuer du coup les cours d'italien. Si vous allez à Madrid, vous allez pouvoir continuer, parce que vous ne pourrez pas commencer, vu qu'on demande un niveau B en espagnol pour pouvoir intégrer ce campus. Donc, continuez les cours d'espagnol dès la première année. Sachant que vous pouvez également, vous avez à peu près 1h30 de cours de langue par semaine. Et vous pouvez également, du coup, choisir des cours de mandarin en plus sur la formation. Voilà, au cours des 3 années d'études. Merci beaucoup, Pauline. Allez, il nous reste une grosse dizaine de minutes. Les internautes, posez bien vos toutes dernières questions. Sophia demande, si on prend l'option maths complémentaire en terminale, la remise à niveau est-elle nécessaire ? Alors non, maths complémentaire, ça va dépendre de vos notes, en fait. Maths complémentaire ne va pas forcément nécessiter du coup le cours de remise à niveau. Après, si vous avez des notes qui sont, on va dire, assez limites, dans ces cas-là, oui, le cours de remise à niveau vous sera imposé. Et vous-même, si jamais vous sentez, si ça vous fait peur,
peut-être les mathématiques, et que vous voulez suivre vous-même ce cours de remise à niveau, vous pouvez en faire la demande également. Très bien. Émile, il est en première, mais il est prévenant puisqu'il demande est-ce que vous me recommandez de candidater cette année alors que je suis en première ou d'attendre la terminale? Il faut attendre la terminale pour candidater. Il faudra candidater au moment de votre année de terminale. Après, à vous de voir, est-ce que vous voudrez candidater via Parcoursup ou directement via le site internet si jamais vous faites un baccalauréat national français. Sachez que du coup, les dates limites de dossier de candidature ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Très bien, un peu de patience, Émile. Alors, Meike demande, j'espère que je prononce bien, elle demande si elle peut postuler directement en deuxième année, parce qu'elle a déjà fait 3 semestres en Suisse, à Saint-Gallen, je ne connais pas, mais en Business Administration and Economics. Elle a validé 67 crédits, 57 sur la première année. Donc, est-ce qu'on peut rentrer directement en deuxième année sur le BSc? Alors, très bonne université, du coup, Saint-Gallen. Vous avez, on a effectivement des admissions qui vont se faire en deuxième année, pour intégrer directement la deuxième année de bachelor chez nous. Alors moi, ce que je vous recommande, parce que généralement les 60 crédits ECTS sont à valider sur la première année d'université. Après, en fonction du programme que vous suivez, si vous n'avez pas forcément du coup les crédits, la totalité des crédits qui sont donnés ne sont pas forcément sur la première année, je vous recommande de nous contacter directement pour avoir plus de précision par rapport à votre dossier. Alors, comme vous êtes sur 3 semestres du coup à l'université de Saint-Gallen, je vous recommande, vu que vous êtes en Suisse, du coup, de contacter directement notre campus de Berlin pour avoir plus de précision par rapport à votre dossier. Parce que c'est notre campus de Berlin qui va gérer les dossiers de candidature d'étudiants qui viennent de Suisse. Donc voilà, pour la petite précision. Mais si vous avez un doute, contactez Paris et puis on vous redirigera aussi, il n'y a pas de souci. Je vais Parfait. remettre dans le chat l'adresse peut-être au cas où. Oui, c'est sympa. Merci beaucoup, Pauline. Et posez bien votre toute dernière question. Les internautes, on a encore une petite dizaine de minutes ensemble. On a la chance d'avoir Pauline avec nous. Monica a demandé, il y a un petit moment, pardon, Monica, j'espère que vous êtes toujours là, mais c'est une question qui intéresse tout le monde. C'est elle demande vers quelle possibilité en termes de carrière professionnelle conduit le Bachelor of Science. Quels sont les débouchés? Alors, ça reste, vous êtes sur un programme qui est très généraliste, encore une fois, dans le management lié à la gestion d'entreprise, avec ce focus assez important sur tout ce qui est mathématiques. Donc, ça va aussi bien préparer les étudiants après sur la poursuite d'études. On a beaucoup de nos étudiants, par exemple, qui s'orientent dans des masters ou dans des programmes, en tout cas, qui vont être liés à de la finance, à de la big data également. Une grosse proportion de nos étudiants qui s'orientent de cette manière, mais ça peut vous ouvrir également des portes. On a également chaque année qui vont s'orienter plutôt dans du marketing, dans la gestion de projets internationaux, dans la gestion de patrimoine, dans un faible pourcentage, mais on en a quand même chaque année également, plus relié au droit des affaires. Vous en avez chaque année dans le management du sport également, donc ça vous ouvre en fait plein de possibilités que ce soit en termes de poursuite d'études ou même en termes d'insertion professionnelle également. On a, pour vous donner un peu un petit exemple, chaque année, on est à peu près aux alentours de 50% de nos étudiants qui commencent à travailler à la fin du programme bachelor. Alors, pas forcément toujours pour s'arrêter là, mais soit pour gagner un peu plus en expérience professionnelle avant de s'assurer du coup du domaine dans lequel ils souhaiteraient se spécialiser sur les années de master. Là, pour ces étudiants qui font du coup qui ont la décision de rentrer directement dans la voie professionnelle, on a 98% de taux de placement 3 mois après la fin de la formation. Donc, vous êtes une formation qui est de qualité, qui est aussi très reconnue. Vous pouvez bénéficier aussi du réseau des alumni du coup de l'ESCP qui peut vous permettre justement ce boost dans votre carrière professionnelle. Vous avez les autres 50% qui, eux, vont plutôt s'orienter directement sur un master. Donc là, par exemple, un master en finance, un master en marketing digital, un master en sciences politiques. Donc ça reste assez ouvert, même si, encore une fois, on va quand même avoir une bonne proportion de nos étudiants qui vont plutôt s'orienter dans le secteur de la finance, de la big data, du conseil également, on en a pas mal, des sciences politiques également, on en a pas mal chaque année. Ça reste très ouvert en termes de possibilités par la suite.
Merci beaucoup, Pauline. Une question de Frédéric qui demande quelle est la date de la première session d'inscription hors Parcoursup. Alors, il dit pour l'année prochaine, j'imagine pour entrer à l'école à la rentrée de septembre. Alors, excuse-moi, je peux répéter, je peux te Oui, répéter la question? Oui, je prie de m'excuser. Donc, il demande quelle est la date de la première session d'inscription hors Parcoursup, donc directement en candidatant en direct. Alors, la toute première session d'admission hors Parcoursup, donc ça va être généralement aux alentours du mois de novembre, que ça se passe, quels que soient nos campus. Encore une fois, ça dépend, les dates vont dépendre de quel campus va gérer votre dossier de candidature. Donc si vous êtes, disons, prenons le cas d'un étudiant qui fait ses études actuellement en France. À ce moment-là, du coup, le dossier sera géré par notre campus de Paris. Donc, pour le campus de Paris, on a une session d'admission qui aura toujours lieu fin novembre, une session en janvier, en général début mi-janvier, une session en février, une session en mars et une dernière session en mai. Voilà. Pour nos autres campus, si vous avez un doute sur quel campus va gérer votre dossier de candidature, et je dis bien gérer le dossier de candidature parce que ça ne veut pas dire que vous ferez forcément votre première année dans ce site, vous avez à ce moment-là des dates très différentes, mais qui vont rester quand même sur ce calendrier qui va de novembre à mai. Voilà. Très bien. Moi, je voudrais te poser une question, Pauline, parce qu'on ne l'a pas eu parmi les nombreuses questions des internautes, mais c'est important. C'est en fait, je voudrais que tu nous parles un petit peu de l'entretien de motivation, parce que du coup, on a parlé de quand candidater, des critères, du personal statement, mais une fois qu'on est retenu, il y a un entretien. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est un entretien en anglais? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Alors effectivement, alors c'est même avant d'être admis, parce que du coup, l'admission se fait effectivement sur en 2 étapes. Vous avez la première étape du dossier de candidature, dont on a déjà parlé, qui est encore une fois évalué d'un point de vue académique et d'un point de vue non académique. Donc, votre dossier, ce que vous faites en dehors des cours, vos centres d'intérêt. Et du coup, si votre dossier est validé par notre service admission, vous allez être convoqué effectivement pour passer un entretien de motivation. Alors, cet entretien de motivation, qui est la deuxième étape, le fait de l'avoir ne veut pas dire que tout est gagné. C'est effectivement la deuxième étape de la candidature et en fonction de comment ça s'est passé, vous allez avoir une pondération qui va se faire avec votre dossier et après, vous saurez si vous êtes, oui ou non, admis sur le programme bachelor. Donc, l'entretien, l'interview, alors, dépendamment des campus où qui vont gérer votre dossier de candidature, l'entretien peut se faire soit en français et en anglais. Sachant que si ça se fait en français, vous aurez automatiquement toujours 1 ou 2 questions qui vous seront posées en anglais. Si votre dossier est géré par le campus de Turin, il peut se faire en italien et en anglais. Donc là, encore une fois, vous aurez automatiquement quand même des questions en anglais. Après, si je ne vous dis pas de bêtises, sur tous nos autres sites, là, généralement, il se fait 100% en anglais. Vous avez... en termes de structure, comment ça se passe? Donc, des entretiens se font toujours en ligne, 100% en visio, avec un jury du coup de 2 personnes qui va axer l'entretien en fait en fonction de vous, de ce que vous aurez indiqué dans votre CV directement, la catégorie centre d'intérêt dans Parcoursup. Et vous allez être en fait interrogé sur tous les éléments que vous avez pu indiquer dans votre CV pour qu'on puisse commencer à apprendre à vous connaître. Sachant que un grand conseil, ça reste quand même aussi un entretien de motivation. Donc vous, de votre côté, n'hésitez pas à anticiper aussi des questions de motivation, à expliquer, à faire des liens, par exemple, entre vos expériences et l'école et le programme, de temps en temps. C'est toujours intéressant, bien sûr, à avoir. Et vous aurez automatiquement également une question sur l'actualité dans l'entretien, quels que soient les sites. Donc, il faut lire le petit journal. Il faut lire le petit journal, il faut savoir ce qui se passe à travers le monde, effectivement. Si j'ai un grand conseil à vous donner, par exemple, sur cette question d'actualité, de manière générale, quels que soient les sites, ne donnez pas une actualité qui se passe forcément dans votre pays pour montrer que vous vous intéressez à ce qui se passe, bien sûr, un peu partout dans le monde. Et si jamais vous êtes, si vous êtes du coup nationalité française, ne donnez pas forcément une news française. Voilà, c'est toujours intéressant de voir que vous vous intéressez à ce qui se passe un peu partout et que vous connaissez la presse internationale. Sachant que vous candidatez sur un programme qui est très international. Donc, voilà, montrer
ce mindset fait partie de votre culture aussi, d'une certaine manière. Allez, 2 petites questions des internautes, les 2 dernières, et après on va clôturer ce webinaire. Aurélie demande s'il y a encore de la place sur le campus de Londres, si elle candidate sur la session de mai. Alors, en candidatant sur la session de mai, oui, on essaye de faire en sorte cette année à ce qu'il reste quand même des places pour chaque site sur toutes les sessions d'admission. Donc oui, il restera normalement des places pour Londres. Après, on ne pourra pas vous assurer à 100% que vous pourrez avoir ce site-là, dans le sens où mai reste assez tard dans les candidatures, donc on risque de ne pas avoir beaucoup de place. Par contre, si jamais Londres n'est pas accessible, sachez que ça ne remettra pas en considération votre admission sur le programme. C'est juste que nous, on vous proposera un autre site à la place. Voilà. Après, partez aussi quand même du principe que la session de mai, ce n'est pas forcément une session que je recommande beaucoup aux étudiants, parce que voilà, vous avez quand même aussi moins de places accessibles, vu que la majorité de nos campus commencent à être déjà pleins. Donc, c'est possible qu'on supprime une session, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément une session qui est très certaine, et elle va être effectivement aussi plus compliquée à avoir, dans le sens où on aura déjà rempli beaucoup de nos campus. Allez, Monica demande, pour les sessions hors Parcoursup, si on candidate en novembre et qu'on n'est pas retenu, peut-on se représenter sur une autre session? Alors non. Non. On va accepter uniquement une seule candidature par année académique et par étudiant. Donc même si vous candidatez via notre site internet, vous ne pourrez pas derrière candidater via Parcoursup. Dans les faits, vous allez pouvoir choisir faire le vœu sur Parcoursup, mais sachez que nous, de notre côté derrière, il y a un screen de si vous avez déjà candidaté ou non. Et dans ces cas-là, la candidature ne sera pas prise en considération. Donc, je ne vous recommande pas du tout de perdre un vœu de cette manière. Vraiment pas. Voilà. Très bien. Il faut bien choisir. Un conseil également, n'hésitez pas à nous contacter directement. On fait beaucoup de excusez-moi. On fait beaucoup de suivi de candidature, de conseils également en orientation. Donc, si vous avez des doutes par rapport à votre dossier, que vous voulez des conseils sur quelle session candidater par rapport aux notes que vous avez eues, aux expériences que vous avez eues, par exemple, n'hésitez pas à nous contacter de cette manière. Et du coup, pour répondre à la question d'Antoine sur si on change de nom, sachez que il y a des checks sur vos bulletins, les noms de vos bulletins, sur un point de vue administratif, sur les passeports ou autres. Donc, il y a des checks administratifs qui se font. Donc, non, je ne vous recommande pas du tout de faire ça, parce que si vous mentez ou si vous falsifiez des documents, sachez que ça peut être reporté. Ça l'a déjà été par le passé. On a déjà eu des étudiants qui ont tenté ce genre de choses. Sachez qu'on le voit et que ça peut vous, clôturer la possibilité à passer du coup des examens nationaux français. Voilà. Donc, je ne vous recommande pas de faire ce genre de choses. Bon, en tous les cas, on termine sur une note d'humour. C'est sympa. Merci Antoine, merci à tous. Je vais peut-être te donner la parole pour un mot de conclusion, Pauline, après avoir répondu. Merci beaucoup à toutes ces questions, et peut-être nous redire un petit peu finalement en quoi ce programme il est vraiment particulièrement adapté à tous ces jeunes expatriés qui veulent et à ces jeunes Français qui veulent s'inscrire dans un environnement international. Bien sûr. Alors déjà pour le petit mot de la fin, encore une fois, j'en ai parlé juste avant, mais on est vraiment très ouvert, on est vraiment très accessible également, donc n'hésitez pas à nous contacter, que ça soit moi ou mes homologues du campus de Paris ou des autres campus. Si vous voulez échanger par rapport à vous, par rapport à votre dossier, on fait de l'accompagnement de cette manière, donc n'hésitez pas une seule seconde. Pareillement, si vous voulez venir visiter du coup les sites, contactez-nous pour qu'on puisse organiser des visites de nos différents sites. On le fait avec grand plaisir. Voilà, sur le petit mot de la fin, petit conseil également pour candidater pour vous, du coup, qui êtes des Français à l'étranger, notamment. Sachez que voilà, le programme est construit d'une telle manière où vous allez retrouver, un peu comme ce que vous avez peut-être déjà vécu, des étudiants qui viennent de partout dans le monde,
qui ont des profils de nationalités différentes. J'en ai pas beaucoup, j'en ai même pas du tout parlé, mais vous êtes chaque année, par exemple, vous avez chaque année aux alentours de 30% d'étudiants français qui sont représentés sur le cursus. Donc la part d'étudiants internationaux vraiment est très importante sur ce programme, sachant que la multiculturalité, pardon, ne va pas forcément se retrouver que au niveau de la cohorte d'étudiants. C'est également quelque chose que vous allez retrouver implémenté du coup dans l'école et dans le programme, que ce soit au niveau du corps professoral, au niveau du corps administratif également. Donc, si ça compte pour vous, si c'est quelque chose qui compte pour vous du côté, ce côté multiculturel, de pouvoir bouger, d'être curieux, d'être actif, de pouvoir vous adapter à tout type de situation également, je pense que c'est un programme qui pourrait être vraiment bien pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous poser des questions, à demander si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique. On est vraiment très ouvert à ce niveau-là. Donc, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Pauline. Les internautes, dans quelques instants, vous recevrez le lien du replay si vous voulez le revoir ou le partager. Il y aura un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours également avec la vidéo YouTube. Merci, Pauline. Pauline Terrado, responsable du recrutement du Bachelor in Management, BSc, AECP, Business School. Merci pour cette heure passée ensemble. Merci les internautes pour votre présence et pour toutes ces nombreuses questions. C'était vraiment passionnant. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée selon où vous êtes. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci Hervé, merci à tous. Bonne journée. Au revoir.